Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir l'avocat de Bbonds, Benoît Ferron. Bonjour Benoît. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat, partner chez Deloitte Legal et on a décidé de faire 2 épisodes avec vous. 2 épisodes parce que ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a 2 côtés. Un côté pile, l'avocat, avocat associé au sein d'un grand cabinet, on vient de le dire, Deloitte Legal. Vous avez à votre actif plus de 30 ans d'expérience dans le droit boursier, mais vous êtes également actif dans la finance alternative, et puis un côté face, le photographe. Votre travail photographique se concentre principalement sur les peuples, dont vous aimez capter les regards. Vous avez fait de nombreux voyages, dont l'Afrique, que vous parcourez intensément depuis 15 ans. Mais ceci, on le verra un peu plus en détail dans un autre épisode. Voilà. Aujourd'hui, on interviewe l'avocat, et je voulais commencer par vous demander ce qui vous a poussé à vous lancer dans le droit. Est-ce que c'est une vocation ? Alors là, j'avais un grand-père qui était avocat, qui avait été bâtonnier. Il y avait une photo de lui dans son salon en robe d'avocat et ça m'avait toujours très fort impressionné. Mais moi, je voulais être architecte. Et en réto, mes parents m'ont fait rencontrer des architectes qui m'ont dit que le métier était bouché, qu'il fallait pas. Et donc j'ai dit à mes parents, ok, il y a pas de problème, je ferai le droit et quand j'aurai fait le droit, je ferai l'architecture, comme ça vous serez contents. Et puis j'ai fait le droit et j'ai jamais fait l'architecture. Voilà. Mais bon, ceci dit, j'ai aimé mes études, donc c'était quand même quelque chose qui coulait assez bien de source pour moi. Et en quelques mots, comment est-ce que vous résumeriez votre parcours professionnel ? Ouh là là, c'est pas une question simple. Disons que je voulais être, quand j'étais étudiant en droit, j'allais beaucoup au palais de justice, j'étais passionné par les procès de droit pénal, je rêvais d'être avocat en cour d'assises. Et puis j'ai fait un stage dans un service juridique d'une grosse boîte où la juriste m'a convaincu que je devais absolument faire du droit des sociétés plutôt que du droit pénal. Et donc, je l'ai écouté et je suis parti aux États-Unis. J'ai travaillé, j'ai été très vite intéressé par le droit pénal financier, par tout ce qui était délit d'initié, etc. Et je suis rentré en Belgique, super intéressé par ces matières, mais on était nulle part. J'ai voulu monter une revue à un moment. J'étais voir Jean-Louis Duplat, qui était président on n'appelait pas encore la FSMA, mais la commission bancaire. Et en fait, c'était une idée beaucoup trop précursiste parce qu'en fait, ça n'intéressait personne. Il n'y avait pas de droit financier en Belgique à ce moment-là. Mais c'était une matière qui m'intéressait. Donc, je me suis toujours intéressé à cette matière. Donc, avec un pied sur le droit des sociétés dans le droit des sociétés et un pied dans le droit financier, dans le droit des marchés de capitaux. C'était le début de la directive service d'investissement aussi. Et donc voilà. Et donc déjà en tant qu'étudiant, j'ai écrit un article dans le journal Tribunaux sur le tout nouvel article de mémoire 489 bis du code pénal qui était l'introduction du délit d'initié en Belgique. Mais on remonte à 1989 si je me souviens bien, donc c'est pas hier. Voilà. S'il y avait 3 moments marquants, mémorables de votre carrière, ce serait quoi ? Ah, il y en a quelques-uns. Il y a un grand moment, en fait, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs dossiers d'OPA. Un dossier qui a modifié complètement le droit financier, c'était le dossier Wagon-Lit, qui a été quelque chose de très étonnant. C'était une bagarre entre le groupe Accor et le groupe Sodexo pour prendre le contrôle de la société Wagon-Lit. C'était le début de la défense des minoritaires et des mineurs venaient d'être fondés. Et, je me rappelle, je travaillais pour un patron à l'époque qui était le conseil de démineurs. On a forcé la décision d'obligation de faire une OPA sur la société. Et c'était extraordinaire parce qu'il y avait tous les ténors du droit des sociétés bruxellois. On était en référé. Le juge avait décidé de prendre cette affaire à cœur et on avait des audiences le samedi. On a dû conclure, je me rappelle, 160 pages en 24 heures. J'étais jeune avocat et on a travaillé jour et nuit, quoi. Donc ça, c'est un grand moment. Puis il y en a d'autres. J'étais un peu fou à l'époque et je me rappelle d'avoir négocié la vente d'une boîte. C'était un Français qui, comme beaucoup de Français installés à Bruxelles, qui vendait sa société. Et je me rappelle avoir eu une réunion de négociation à Paris qui a duré 33 heures de suite. On avait commencé à 9 heures du matin
le mercredi, on a terminé dans l'après-midi du jeudi. Donc ça, c'est des souvenirs mémorables. Mais heureusement, je suis pas prêt à revivre ça parce que il faut beaucoup de temps pour s'en remettre. Voilà, ça, c'est des moments assez marquants. Alors justement, si on est là avec vous, c'est pour parler aussi de Beebons, puisque vous êtes l'avocat de Beebons. Racontez-nous pourquoi est-ce que vous travaillez avec Beebons et expliquez-nous ce que c'est votre vision de la finance alternative. Alors pourquoi je travaille avec Beebons? Ben d'abord parce que ça fait très longtemps que je travaille dans le domaine du droit financier et du droit des marchés, avec beaucoup de dossiers pour lesquels la commission bancaire, devenue commission bancaire et financière, devenue FSMA, est compétente. Donc j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine, et puis je connaissais les patrons de Beebons, et donc quand Joël Duisan a lancé cette initiative, il m'a consulté pour le dossier d'agrément, et puis finalement pour travailler sur les différents dossiers. Pour venir directement à votre deuxième sous-question, pour moi, c'est fondamental le crowdfunding parce qu'on a un énorme problème de façon générale, mais en Belgique encore plus, c'est que la réglementation européenne en matière bancaire et financière est devenue un mastodonte avec des exigences terribles. Tout ça après les affaires qui ont secoué l'industrie aux États-Unis avec la titrisation, etc., où les règles sont devenues extrêmement exigeantes. Et du coup, aujourd'hui, les banques ne prêtent plus, ou ne prêtent que avec des conditions qui sont extrêmement compliquées à remplir. Elles ne peuvent plus prêter à concurrence de X% d'un besoin d'une société. Mais c'est même une réflexion générale. C'est au niveau du prêt, du crédit, c'est au niveau du corporate finance. Je veux dire, les banques aujourd'hui ont des telles règles à respecter qu'elles ne peuvent plus prendre aucun risque, et qu'en fait les services aujourd'hui se sont amenuisés comme une peau de chagrin. Et donc, il y a, pour moi, il y avait une véritable place à prendre pour le financement de la PME. Parce que je répète mes mots, c'est une véritable catastrophe. Et donc, le crowdfunding vient vraiment combler un trou pour ce type de société. Donc, pour du crédit à court ou moyen terme, pour des montants relativement limités, mais qui viennent combler l'absence de la banque sur ce créneau. Et donc, le rôle du crowdfunding est fondamental, à mon avis. Alors je dis crowdfunding, entendons-nous, le crowdfunding, c'est un terme générique pour le crowd. Beebons, c'est plus dans le crowdlending, mais le crowdlending fait partie du crowdfunding. C'est-à-dire que le crowdfunding, c'est les levées de fonds en général par le processus du crowd, donc auprès du public, et ça implique aussi bien du crowdlending, donc de l'emprunt, de l'émission d'obligations, que l'émission d'actions. Quand on parle de crowdlending, on parle plutôt de titres de dette, donc des obligations, des notes, des emprunts. Donc voilà la petite distinction entre les deux. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour Beebons ? Nous, on s'occupe de la partie juridique des dossiers. Donc en fait, il faut savoir que quand on fait une opération, une offre publique où on essaie de récolter donc l'épargne publique auprès donc d'investisseurs particuliers, en leur proposant des titres financiers comme des obligations, il y a certaines règles à respecter. Alors, quand on est dans une opération extrêmement limitée, de moins de 500 000 euros, avec certaines règles précises, on peut le faire comme ça, avec à peu près n'importe quel document, du moment qu'il soit pas trompeur. Quand on est dans une échelle entre 500 000 et 5 millions, on doit rédiger ce qu'on appelle une note d'information, qui est un document réglementaire, qui doit faire maximum 15 pages, avec des rubriques bien précises, et qui peut être vérifié a posteriori par la FSMA. Et donc, nous, en tant qu'avocats, on rédige ce genre de document pour une société comme Beebons, qui a donc des clients, des émetteurs qui veulent trouver donc cette épargne sur le marché, et donc Beebons intervient comme intermédiaire, comme facilitateur, et prépare avec l'émetteur cette note d'information. Et donc en fait, c'est le document officiel qui est censé informer le public sur le type d'opération. Donc par exemple, une société veut lever 750 000 euros ou 1 million d'euros pour financer la construction d'un complexe immobilier, d'un hôtel ou de choses comme ça. Eh bien, ce document va dire voilà, on lève 1 million avec des coupures, avec des obligations qui sont des coupures de 100 euros, de 200 euros, de 500 euros. L'opération va durer de telle date à telle date. Voilà les comptes de la société. Voilà ce qu'elle va faire avec les fonds. Donc, on doit expliquer que ce million va servir à acheter le terrain, à faire toutes les études de faisabilité, à construire, etc., etc. On doit donner une série d'informations sur l'émetteur, donc sur la société qui emprunte, donc quel est le conseil d'administration, quel est son historique, etc.
Et alors, le document va aussi définir toutes les termes et conditions des obligations. Donc, quel est le taux d'intérêt, quelle est l'échéance, quand le paiement des intérêts a lieu, est-ce qu'on peut rembourser anticipativement, etc., etc. Donc, c'est vraiment le document juridique, c'est un peu le contrat qui va lier l'investisseur et la société. C'est un document évidemment relativement technique, mais c'est vraiment très important de le lire. Bon, le document, il commence par ce qu'on appelle les facteurs de risque, donc on explique tous les éléments de risque du dossier. C'est un document très important aussi parce que la société qui émet les obligations doit vraiment respecter des règles très strictes. Et si cette note d'information est mal rédigée, si elle est trompeuse, si elle ne donne pas les infos qui sont réclamées légalement, eh bien, l'émission de l'obligation peut être nulle. Et donc, l'investisseur peut réclamer le remboursement de ses obligations. Donc, c'est vraiment un document fondamental. Quelle est votre vision du crowdlending dans les années futures ? Mais ça rejoint un peu la réponse que j'ai déjà donnée. Pour moi, c'est fondamental parce que l'économie en a absolument besoin. Donc, l'économie... je vous dis, les banques ne remplissent plus leur rôle complètement, et je ne les condamne pas parce que c'est pas forcément de leur faute. C'est une réglementation qui est d'une lourdeur absolue, et donc il y a vraiment ce trou à combler. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il faut des acteurs sérieux, parce que le crowdlending, le problème, c'est qu'aujourd'hui, une société peut faire du crowdlending sans faire appel à une plateforme, elle peut le faire par elle-même, mais du coup, on trouve des notes d'information, on raconte tout et n'importe quoi, et bon, c'est dangereux, parce qu'il faut pas tromper les gens, et sinon, ça peut être une économie catastrophique. Donc, il faut vraiment que ça continue à être réglementé par des règles précises, et que ça soit fait par des professionnels qui savent ce qu'ils font. Maintenant, une autre évolution, c'est que aujourd'hui, on a une réglementation nationale, mais il y a un règlement européen qui vient d'entrer en application, qui va déboucher sur une nouvelle loi belge. Et donc, les règles vont être un peu uniformisées au niveau européen, ce qui veut dire que les acteurs du crowdlending vont pouvoir passer les frontières avec un passeport européen, ce qui est intéressant en soi. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que les règles vont devenir beaucoup plus lourdes, beaucoup plus exigeantes. Et donc, de nouveau, un peu à l'instar de la réglementation bancaire, on risque de laisser la place uniquement à des gros acteurs, parce que des plus petits acteurs ne seront pas assez solides financièrement pour remplir toutes ces obligations. Donc, de nouveau, attention, parce qu'il n'y a pas que les gros acteurs. Comme en banque, il n'y a pas que 4 banques pour faire du crédit ou pour accompagner une société dans une levée de fonds. Or, c'est un peu la vision du législateur européen et de nos autorités, la Banque nationale, la FSMA, etc. aujourd'hui. Donc, attention à ça. Vous avez dit que les banques ne prennent pas de risques. Est-ce que les investisseurs de crowdlending prennent des risques ? Quel type de risque si on compare ça à un investissement boursier ? Est-ce que vous pouvez expliquer la différence ? Oui, alors, bon, c'est pas vrai que les banques ne prennent pas de risques, mais ce qu'il y a, c'est que les banques sont soumises à des réglementations extrêmement pointues, avec des ratios de solvabilité, des ratios en tout genre, et donc ça devient très, très mathématique, et en plus, elles n'ont pas le droit, par exemple, dans un projet immobilier de telle taille, de prêter plus que 50, 60, 70% des montants nécessaires, des choses comme ça. C'est pour ça que le crowdlending vient combler un trou. Alors, en matière de risque, oui, bien sûr, un investisseur crowdlending prend des risques, mais c'est pas du tout les mêmes risques, c'est des risques moins importants que les risques d'un investissement boursier, par exemple. En gros, quand vous achetez une action en bourse, mais vous n'êtes pas créancier comme on l'est quand on prête. C'est-à-dire que l'action, elle va suivre le cours de la société. Si la société fait des bénéfices, si la société se développe, mais des gens vont acheter les actions, le cours va monter et vous allez avoir une plus-value potentielle. Si la société va mal ou si elle va bien mais que personne ne s'intéresse à l'action, on va pas l'acheter et donc le cours de cette action va descendre. Et donc vous pouvez acheter une action à 10 € et puis peut-être qu'elle en vaudra 25 3 ans plus tard, peut-être qu'elle en vaudra 2 ans plus tard. Et puis voilà, le jour où vous voulez la revendre, ça vaut 2 €. Donc vous êtes tout à fait lié à l'évolution de la bonne santé ou pas, des bénéfices, du développement de la société. Donc c'est vraiment, vous êtes actionnaire. Quand vous êtes investisseur en crowdlending, vous êtes prêteur. C'est tout à fait différent. Si la société, donc parce qu'en fait, on définit au départ, voilà, vous achetez une obligation, donc vous prêtez 1 000 €, 2 000 € ou plus à la société, vous avez droit à un rendement de 6% par an. Donc tous les ans, la société va vous payer 6%, et 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, en fonction de ce qui est défini, elle va vous rembourser. Donc vous aurez touché X% de votre investissement. Si la société cartonne entre-temps, qu'elle fait x10, vous ne verrez pas la différence parce que vous toucherez les 6%. Par contre, si la société ne fonctionne pas bien, n'a pas de bénéfices intéressants, ne s'est pas développée comme prévu, mais vous toucherez toujours vos 6%. Parce qu'en fait, il y a un contrat
très précis qui dit exactement ce que vous allez toucher et ce que vous allez toucher donc en tant qu'intérêt et la somme que vous allez recevoir à la fin. Donc c'est pas du tout la même chose. Le seul risque que vous avez vraiment, c'est le risque d'insolvabilité. C'est si la société se casse vraiment la figure, donc elle tombe en faillite parce qu'elle n'a pas su réaliser ses projets. Donc ça c'est le risque de l'investisseur crowdlending, prêteur, mais qui est évidemment beaucoup plus limité que le risque d'un investisseur boursier qui, lui, est tout à fait soumis aux aléas de la conjoncture et de l'évolution. Après, il faut bien choisir ses dossiers, et c'est pour ça que les plateformes sont importantes. Elles font une sélection, et elles essaient de prendre des bons dossiers. Après, ça dépend beaucoup de la bonne foi de l'émetteur, évidemment, qui vous donne les bonnes informations, qui ne vous cache pas certaines informations. Mais il y a toujours un petit risque dans tout. Dans l'histoire du crédit, il y a toujours eu des dossiers qui ont mal tourné, et la plupart des dossiers ont très bien tourné. Donc voilà, je sais pas si je suis clair, mais si, voilà la différence. Très bien. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Merci Benoît, merci d'avoir pris le temps de nous recevoir et d'avoir répondu à nos questions. Mais merci en tout cas, c'était très sympa. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bebuns.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. Bebuns vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, Bebuns sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.